Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par la fin du mois de Ramadan et comme chaque année, le mois de Ramadan est un indicateur du pouvoir d'achat des Algériens. Parmi tous les indicateurs économiques, le pouvoir d'achat est sans doute celui qui préoccupe le plus les Algériens, tant il a un impact direct sur le niveau de vie de tout un chacun. En 2024, la cherté de la vie et l'inflation étaient aussi élevées en Algérie qu'en 2023, provoquant ainsi un recul important du pouvoir d'achat des Algériennes et Algériens, tout en appauvrissant un nombre considérable des ménages martyrisés, notamment par la hausse de l'inflation des produits alimentaires. Une situation socio-économique inquiétante pour une grande partie de nos concitoyens. La cherté de la vie est devenue la première source de problèmes et des soucis quotidiens des Algériens et des pans entiers de la société ont basculé dans la précarité. Quoique les autorités ont multiplié les mesures pour s'assurer que les denrées alimentaires seront disponibles en quantité suffisante et à des prix raisonnables. Le ministre du Commerce a bataillé pour éviter une flambée des prix des denrées alimentaires pendant le Ramadan, une mission délicate mais cruciale en cette année électorale. On reviendra aussi sur les vœux du chef de l'État, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de l'Aïd al-Fitr pour les éléments de l'armée nationale populaire, les éléments de la gendarmerie nationale et de la police. Quel constat peut-on faire de la situation politique et des droits de l'homme en Algérie? Pour beaucoup d'observateurs, la situation que traverse actuellement l'Algérie est inédite. Le déficit de contre-pouvoir dans le paysage politique et médiatique est manifeste. Mais aussi ces images de la prière de l'Aïd de différentes personnalités du pouvoir algérien, dont le chef de l'État, qui nous renseigne sur une Algérie forte de sa jeunesse, dirigée par des gravatés. Une image d'un pouvoir condamné par sa biologie. C'est le paradoxe du régime algérien quand la gérontocratie gouverne un pays de jeunes. Nous débattrons de toutes ces questions juste après cette petite intro. Comme chaque samedi, donc, on reviendra sur l'actualité de la semaine. On aura donc 3 titres dans cette émission. Le premier titre, Algérie, l'Aïd al-Fitr, les défis socio-économiques. On reviendra un peu sur la situation sociale et économique de notre pays, bien sûr par rapport au mois de Ramadan, pourquoi les prix se sont stabilisés, plus ou moins, mais aussi on reviendra un peu aussi sur la situation politique et la situation des droits de l'homme en Algérie. On va finir notre émission avec donc ces images de la prière de l'Aïd al-Fitr que vous êtes en train de regarder derrière moi, donc un pays qui rajeunit, une classe dirigeante qui vieillit. Et j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Monsieur Dr Hassan Hiresh, docteur en sciences économiques et analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Hassan Hiresh, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Nassar, merci pour l'invitation. Je ne connais pas encore vos invités, mais je les salue chaleureusement et je salue votre équipe, tous les téléspectateurs et je dis Sahali Aïdouane à tous les Algériens. Merci beaucoup Hassan Hiresh. Sahali Aïdik, Aïdik Moubarak aussi également. Donc on a aussi avec nous dans cette émission Monsieur Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Il est avec nous depuis Alger, via Skype aussi. Plaisir de vous voir Mohamed Khelfaoui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik wa Saha Aïdik. يبارك فيك، صحة عيدكم، صحة عيد كل من يتابعنا، وصحة عيد اللي راح يكونوا معنا بالنقاش. Inch'Allah. On aura aussi le plaisir d'accueillir dans la deuxième partie de cette émission Karim Tabou, opposant politique. Il sera avec nous depuis Alger par téléphone, mais aussi Karim Kbir, journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Il sera avec nous aussi depuis Alger par téléphone. Hassan Hiresh, je vais commencer cette émission avec vous.
Une situation socio-économique toujours inquiétante pour notre pays, pour nos concitoyens, pour les Algériennes et les Algériens. L'inflation, la cherté de la vie et bien sûr, les autorités algériennes ont pris des mesures, si on peut dire, ce mois de Ramadan pour essayer donc de diminuer un peu cette inflation, mais aussi faire face à la cherté de la vie. Comment peut-on qualifier la situation socio-économique en Algérie en ce moment? Vous savez, il ne faut pas avoir un regard juste sur l'actualité. Ce qui se passe, est évidemment, forcément systémique, c'est-à-dire qu'il y a une relation dans tous les domaines, que ce soit économique, politique, social, sociétal, ainsi de suite. Donc on ne peut pas comme ça juger de mesures qui malheureusement peuvent se présenter comme étant des mesurettes. Je veux dire, c'est une très bonne chose évidemment qu'il y ait ces mesures-là pour stopper l'inflation, au moins pendant le Ramadan, qu'il y ait un apaisement et qui donne aussi un signe aux Algériens que tout est possible dans notre pays. Ceci dit, tout ce qui est sporadique n'est pas structurant pour un pays. Je pense qu'il faut revoir de fond en comble ce qui se passe chez nous. La gouvernance, l'administration, l'État lui-même. L'État est mal géré. Je veux dire, aujourd'hui, ceux qui sont payés pour faire fonctionner la santé, l'industrie, l'agriculture, comment dire, l'éducation, les innovations, etc. Tous ces gens-là qui sont payés et suffisamment bien payés ne font pas leur travail, parfois par négligence, parfois parce que il y a une espèce de lassitude, parfois aussi parce que le système ne leur permet pas de fonctionner normalement. Je vais vous donner un exemple. Moi, je travaille, je le fais moins maintenant parce que, bon, il y a eu le Covid, il y a le fait aussi que je vieillis, ainsi de suite. Mais un exemple, j'ai formé il y a quelques semaines seulement deux responsables de grandes entreprises françaises, multinationales, et qui étaient sur le point de partir sur Alger pour justement négocier un certain nombre de contrats, de relations d'échange économiques, industrielles, etc. Eh bien, ces personnes-là me disent à chaque fois, et ce n'est pas nouveau malheureusement, c'est depuis des années, depuis que je suis consultant, c'est-à-dire bientôt une vingtaine d'années maintenant, on me dit, Monsieur Hiresh, on ne peut pas connaître notre interlocuteur. On n'arrive pas à saisir qui y a le pouvoir décisionnaire. On nous envoie, par exemple, chez le wali ou chez le ministre ou chez un secrétaire général d'un ministère, etc. On négocie, on a l'impression qu'on est arrivé jusqu'au bout, qu'il ne reste plus qu'à signer, et puis plof, à la dernière minute, on nous dit non, il faut y avoir plus loin, il faut avoir un autre service. Ils sont renvoyés comme ça à chaque fois. Et donc, ils ne connaissent pas leur interlocuteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fiabilité par rapport aux gens qui sont à un certain nombre de postes de responsabilité. Et il y a beaucoup d'institutions qui sont des coquilles vides. Je veux dire, vous prenez par exemple la Daïra, la POE, l'APN, le Sénat, la Cour des comptes, et je peux multiplier comme ça, et qui n'ont pas un pouvoir décisionnaire, qui sont là comme on avait un certain temps l'UGTA, l'UNFA, l'UNJA, etc. Il y a une multiplication d'institutions, une multiplication d'organes et qui malheureusement ne sont pas fonctionnels. Et puis, on ne s'occupe pas de la rentabilité de l'État, de l'administration de l'État. Aujourd'hui, par exemple, l'administration de l'État, au lieu d'être un accélérateur dans tout ce qui est le soutien apporté aux entreprises, aux entrepreneurs, eh ben, cette administration-là, elle constitue un frein. Il y a une bureaucratie que tout le monde dénonce depuis au moins 40-50 ans, mais rien n'est fait concrètement justement pour venir à bout de cette sclérose
et on multiplie des décisions. Je suis désolé de le dire, Sinassar, prenons le cas de l'arabisation. Par exemple, on ne s'est pas posé la question en quoi c'est important pour l'Algérie, pour l'État algérien, pour l'administration algérienne, pour la rentabilité de l'État, de l'administration, des entreprises, du système scolaire, etc. En quoi cette décision-là peut propulser l'Algérie vers un avenir extrêmement important, faire advenir une force économique à l'Algérie, une force militaire, une force sécuritaire, ainsi de suite. On s'est dit, il faut arabiser, c'est un but en soi. Mais quels sont les objectifs à atteindre avec cette arabisation? Eh ben, on ne se pose pas de questions parce que c'est une, comment dirais-je, c'est une voie idéologique, etc. Quand on s'intéresse véritablement à son pays, chaque décision, chaque geste, chaque intention, même avant même de prendre la décision, doit aller dans le sens de l'intérêt national, non pas dans l'orgueil national, non pas dans l'idéologie nationale, non pas dans une espèce, comment dire, de, je dirais même pas de philosophie, mais de pensée comme ça, nationaliste qui n'a pas forcément de sens et qui est juste là pour la poudre aux yeux, pour se donner des allures de patriote et tout ça. Là n'est pas du tout l'intérêt de notre pays. Et ça, malheureusement, ça affaiblit l'Algérie beaucoup plus que ça ne la renforce. Donc aujourd'hui, il faut trouver des mécanismes qui permettent à l'Algérie d'être un pays fort, d'être un pays interlocuteur des grandes puissances. Mais aussi peut-être ces mécanismes, Hassan Hirish, ce que vous êtes en train de dire est très important, mais aussi peut-être ces mécanismes se trouvent, ou les solutions, les mécanismes que vous êtes en train d'exposer se trouvent aussi dans le système politique algérien. On va y revenir, restez avec nous. J'aimerais bien y répondre, mais si vous me donnez un peu plus de temps. Oui, absolument. On va y revenir par rapport à cette question et je vais vous donner le temps qu'il faut, Hassan Hirish. On va juste donner la parole à notre ami Mohamed Khelfaoui qui est à Alger. Mais avant de... Voilà, donc Mohamed Khelfaoui, Hassan Hirish vous salue. Je ne sais pas s'il est avec nous parce qu'on l'a perdu en Skype. Khelfaoui, est-ce que vous êtes avec nous? Allô, oui, au téléphone. Ah, très bien. On vous entend très bien. C'est vrai qu'on n'a pas l'image, mais on vous entend très bien. Mohamed Khelfaoui, bien sûr, il y a eu un mois de Ramadan plus ou moins, si on peut dire clément, par rapport donc au prix, par rapport à la cherté de la vie cette année. Beaucoup d'observateurs ont lié cette clémence au niveau des prix par rapport à cette année, donc cette élection présidentielle anticipée. Mais avant de vous donner la parole, Mohamed Khelfaoui, on va écouter le ministre du Commerce, Zitouni, donc par rapport donc au prix de la banane. Apparemment, le prix de la banane a doublé, ou je pense qu'il s'est échangé aux environs de 500 dinars le kilo. On écoute Zitouni. بيجيب بنص دولار يسقى لنا لهنايا يعني درنا لو بري دو روفيان تاعو درنا لا ستركتور دو بري 200 دينار ça ne dépasse pas 200 dinars y compris les marges 44000 48000 باش يلحق المواطن ب 55 ولا ب 60000 اور كو اذا هاد لي سبيكولاتور اللي راهم مازالهم في المارشي للاسف يخسرونا في لو ريزو انا نمد تعليمات اللي تلقاوه يفوت هذه الاسعار المعقوله Déjà, il faut suivre la traçabilité de les factures. Rien que pour ça, راك ما ناكلوش. اسمحوا لي نقول للمواطنين يساعدونا باش على الاقل نهبطوا السعر ما ناكلوش نسيزيوه كامل باش الناس تتربى ويعودوا يبيعوه بسوق. Donc, par rapport donc, au prix de la banane, vous avez entendu que le ministre du Commerce, Mohamed Khelfaoui, comment peut-on expliquer donc, cette baisse des prix des produits alimentaires ce mois de Ramadan et par rapport aux années précédentes ou aux mois précédents? Comment peut-on l'expliquer d'après vous? Je sais que vous êtes analyste sécuritaire, mais aussi vous vivez en Algérie.
il y a cette inflation qui touche tous les Algériens, il y a la cherté de la vie aussi. Mohamed Khelfaoui. Monsieur Al-Khair, bonsoir. Bonsoir. Je salue Monsieur Herash. Je salue Tabou et l'autre journaliste, j'ai perdu son nom. Je salue tous ceux qui participent. Et évidemment ceux qui nous suivent à travers votre chaîne. Donc, pour ce qui est de la dynamique de consommation et d'approvisionnement pour le mois de Ramadan, c'est un peu comme toutes les années chez nous en Algérie. Il y a d'abord recrudescence, un excès de consommation. De consommation, peut-être pas consommation, mais des gens font le marché avant terme, et donc ils créent certaines pénuries, créent certains malaises, créent certaines... enfin, mais disons pour le prix, je ne vais pas m'attarder moi sur la banane, je dis tout simplement que nous avons tous constaté, la veille, chaque mois du Ramadan, il y a donc une action de l'État pour essayer de stabiliser, maintenir les prix à certains niveaux. Cette année-là, il faut avouer une chose, c'est que la chose a été maîtrisée. C'est-à-dire que les prix ne se sont pas envolés. Il n'y a pas eu cette folie de... par contre, on fait l'Eid autrement. Des journées d'Eid, si, les prix sont repartis vers la hausse de manière vertigineuse, en effet. Mais sinon, pour le reste, j'ai constaté, moi, personnellement, pour la viande et les légumes, les prix étaient accessibles par rapport au mois passé. Étaient accessibles, les quantités, il y a suffisamment, il n'y a pas eu de pénurie, je veux dire. Il n'y a pas eu de pénurie. Et je ne peux pas témoigner sur l'ensemble du pays, mais j'ai l'impression que les gens se sont tirés pas mal. Voilà un peu et pourquoi le mois de Ramadan ça a été maîtrisé. Ça a été maîtrisé. L'observateur qui regarde, qui essaie de voir les ménages, etc., les voisins. Non, les choses étaient maîtrisées. Les prix des légumes étaient assez stables. Vraiment. La viande avec l'importation qu'il y a eu, etc. Donc, les gens pouvaient se rabattre sur les magasins qui vendent un peu de la viande importée. Et même l'autre, c'est-à-dire la viande produite ici, c'est-à-dire notre viande produite en Algérie. Bon, elle était un peu chère, mais enfin. C'est-à-dire l'un dans l'autre, on peut dire que le mois est passé assez correctement. Mais quand on parle de l'Algérie, Mohamed Khelfaoui, on a entendu bien sûr des titres comme l'Algérie était donc un pays pivot, une force de frappe. Et on arrive à un ministre du Commerce qui parle donc du prix de la banane. Est-ce que pour vous, c'est des signes qui sont inquiétants par rapport à la direction de notre pays? On est en train de parler d'une situation socio-économique. Certes, Dr Hassan Herash a bien expliqué la situation économique de notre pays. Il y a cette opacité, on n'arrive pas à comprendre comment notre pays fonctionne. Il y a un mois, tout était cher. Le mois de Ramadan, les prix ont baissé. Peut-être le mois prochain, les prix vont doubler. On n'arrive pas à comprendre exactement la direction de notre pays par rapport à cette question économique et sociale. À entendre le ministre et surtout lorsqu'il appelle le peuple algérien à faire en sorte que la banane, puisqu'on est réduit à cette discussion, chute, que son prix chute, et je dirais que le ministère du Commerce ne maîtrise pas la situation. Le ministère du Commerce, ses équipes, ses techniciens, sur le service de contrôle et de contrôle et de lutte contre le phénomène, soit ils n'ont pas les moyens, soit il n'y a pas de personnel. En tout cas, ils ne maîtrisent pas la chose. Voilà ce qu'on peut déduire de prime abord. Maintenant,
la banane, il aurait pu se taire, parce que la banane, même avant le mois de Ramadan, sur les 2, 3, 4 mois avant le Ramadan, elle était aux environs de 600 dinars. Ensuite, elle est descendue à 430. Et ben, enfin, les prix fluctuaient entre, j'ai l'impression, 400 et 600. Bon, mais c'est un produit qu'on peut... En effet, il y a les gens trouvent que c'est cher, c'est pas un produit de première nécessité. Les produits de première nécessité étaient à la portée de l'Algérien, de manière générale, c'est tout moyen ou sous la moyenne. Ils étaient à la portée. Moi, j'ai vu les prix de la courgette, de la pomme de terre, des légumes, pour ne pas citer l'un après l'autre. Je pense que pour la plupart des légumes, c'était accessible. La banane, ça fait un peu anecdotique, mais que le ministre parle de ça, surtout lorsqu'il en parle, il dit qu'il est incapable de contrôler. Et c'est ça qui alors, autant ne pas parler. Ou bien, quand vous évoquez le sujet, vous apportez la solution. Ou alors, il vaut mieux continuer à chercher la solution sans avouer une faiblesse qui ne devrait pas apparaître. Pour ne pas j'ai dit faiblesse, pour ne pas dire autre chose. Il y a difficulté pour ce ministère à contrôler. Maintenant, on se rappelle également de sachets de lait, on se rappelle beaucoup de frasques et de problèmes sur ce plan-là. On espère que les choses soient prises sérieusement en compte et puis le contrôle se fasse correctement. Mais pour contrôler, il faut aussi permettre de fournir, voir les impôts. Enfin, il y a tout un arsenal à revoir. Lorsqu'ils ont diminué ou éliminé les taxes, les prix ont subi une baisse. Mais maintenant, si les taxes sont énormes, évidemment, les gens ils essaient de s'en sortir eux aussi. Je ne suis pas pour ce trafic de titres, mais enfin, on laissera ça aux spécialistes. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Hassan Hirj, je vais revenir très rapidement, comme ça on essaiera d'aborder aussi le deuxième thème de notre émission pour ce soir, la question politique et la question des droits de l'homme. Mais avant de finir donc ce thème, Hassan Hirj, quand vous avez parlé aussi des politiques, de cette opacité par rapport à la façon dont les choses sont gérées en Algérie, est-ce que vous pensez aussi que cette question est primordiale par rapport à la question politique? Et là, bien sûr, quand on aborde la question politique, on parle de l'ouverture du champ politique, l'ouverture du champ médiatique aussi, qui est lié aussi à la politique. Et on ne peut pas avoir une politique économique s'il n'y a pas une vraie politique, ouverture politique en Algérie. Oui, comme je vous disais, c'est un tout, c'est une approche systémique qu'il faut avoir pour comprendre quelque chose dans notre pays ou ailleurs du reste. Vous parlez d'opacité dans les décisions, mais malheureusement, il n'y a pas que ça. Il y a évidemment l'opacité, mais je crois que les décisions qui se prennent par les dirigeants qui sont dans les institutions, ou ce qui fait office des institutions en Algérie, les décisions qui se prennent ne sont pas à la hauteur des besoins des Algériens, ne sont pas à la hauteur des enjeux nationaux ou internationaux, ils ne sont pas à la hauteur, en tout cas, de ce que nous avons envie d'avoir pour que l'Algérie soit un pays attractif, soit un pays où il fait bon vivre, un pays que ses enfants pourront aimer, pourront défendre, pourront chérir, auquel il ferait tout justement pour le rendre fort, pour faire de l'Algérie un pays respectable, ainsi de suite. Je veux dire qu'il y a une espèce de décalage entre les besoins des Algériens et l'administration qui est chargée justement de diriger ce pays. Je veux dire, ce n'est pas une question de personne, ce n'est pas X ou Y, ça dure depuis des décennies.
Je veux dire, il n'y a pas déjà d'alternative. Et dans un pays où il n'y a pas d'alternative, eh ben, il y a de la corruption, il y a des dossiers qui traînent, il y a des priorités qui ne sont pas faites, il y a des injustices, etc. Et les responsables restent souvent impunis quand ils font des actions qui ne vont pas dans le bon sens. Je veux dire, toutes les anomalies que chaque Algérien, il n'y a pas besoin d'être universitaire, d'être observateur, chaque Algérien connaît. Donc, il y a des maux sociaux. Aujourd'hui, par exemple, les Algériens ne sont pas protégés. Et les accidents de la route, par exemple, c'est complètement disproportionné. C'est anormal. C'est quand on voit le nombre de véhicules qui circulent en Algérie, et puis le nombre d'accidents qu'on compare à d'autres pays, à un pays comme l'Espagne, ou je sais pas, où il y a 4, 5 fois, 10 fois plus de voitures, mais qui ont 10 fois moins d'accidents. Quand on voit, par exemple, les maladies chroniques, les cancers, le diabète, etc., tout ça peut être diminué de façon drastique s'il y a des mesures adéquates qui sont prises, si on écoutait les spécialistes, si on écoutait un certain nombre d'experts, ainsi de suite. Et puis, comme vous disiez dans votre éditorial, pour lequel je vous félicite, eh ben, il y a effectivement des contre-pouvoirs qu'il faut accepter, que les dirigeants doivent accepter. Parce qu'un contre-pouvoir, c'est toujours des pistes d'amélioration. Dès lors qu'on s'oppose aux décisions qui sont prises par les politiques, eh ben, cette opposition-là... C'est notre thème, Hassan Hirj. C'est le deuxième thème, absolument. On va essayer donc d'entamer le deuxième titre de notre émission, Eid al-Fitr, la situation politique et la situation des droits de l'homme en Algérie. Je reviens à vous juste après cette petite intro. On a été rejoint par M. Karim Tabou, opposant politique. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Karim Tabou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Karim Tabou, ou Saha Eid. Merci Nassar, bonsoir à nos téléspectateurs et puis Saha Eidkom. Et je salue chaleureusement M. Hirash ainsi que les autres invités. Saha Eidkom. Mohamed Khelfaoui est avec nous aussi, depuis Alger. Karim Tabou, revenons sur la situation, bien sûr, que traverse notre pays par rapport à la situation politique, mais aussi la situation des droits de l'homme. On avait attendu qu'il y ait une grâce présidentielle par rapport aux détenus politiques. Comment peut-on qualifier, bien sûr, sachant que cette semaine c'était l'Eid al-Fitr, à la fin du Ramadan, comment peut-on qualifier la situation politique et la situation des droits de l'homme en Algérie? Sur le plan politique, je pense que beaucoup de militants s'accordent à dire que nous sommes à la traîne, nous sommes dans l'impasse et nous sommes à la traîne. La situation n'a pas évolué depuis déjà quelques années. Mis à part le fait que les verrous sont davantage serrés, sont davantage imposés. Nous avons vécu un mandat complet. Les militants sont soumis à des épreuves difficiles, à l'emprisonnement, aux arrestations, aux perquisitions, aux contrôles judiciaires, etc. Je pense que sur le plan des droits de l'homme, autant pour le citoyen ordinaire qui souffre également des problèmes sociaux, du pouvoir d'achat, de l'absence totale de tous les droits. Quand on aborde la question des droits de l'homme, on a cette tendance à ne parler que des droits politiques, mais également sur le plan des droits sociaux, des droits économiques, des droits culturels. Nous sommes dans un pays où la notion du droit n'existe pratiquement plus. Les maigres acquis des événements 88 et de ce qui a suivi comme réforme politique sont entièrement
remise en cause, notamment ces dernières années. Nous avons vécu un mandat de contrôle judiciaire et de mise sous, j'allais dire, sous contrôle judiciaire de tout le peuple algérien, hein. Notamment les militants, les animateurs politiques, les journalistes indépendants. Et cette réalité que nous avons quand même connu des journaux qui ont fermé, des journaux électroniques qui ont été masqués, qui ont été interdits. Nous avons des journalistes qui sont emprisonnés. Donc la situation des droits de l'homme et suit également la situation politique. Lorsque vous avez des dirigeants incapables de se sortir justement de la logique de violence, de la logique de tout contrôler par les seuls instruments de répression et de l'instrumentalisation de la justice, vous allez, donc ils vont de pair, la répression, le blocage politique. C'est la caractéristique de la situation que vit le pays. On a vu, vous avez publié cette semaine, Karim Tabou, donc une photo de Maître Saliha Al-Wash. On va regarder cette photo, bien sûr. Vous lui avez rendu visite. C'est une avocate très connue, donc qui défend les militants du Hirak, les militants aussi des droits de l'homme, les militants politiques. Pouvez nous dire un peu plus sur cette photo, Karim Tabou? D'abord, c'est les retrouvailles d'amis, d'avocats qui ont fait un parcours exceptionnel, hein, des avocats qui ont abandonné leur cabinet, qui ont abandonné leurs affaires, ils se sont consacrés entièrement au Hirak, à la défense des détenus. Et le cas c'est Saliha. Saliha, c'est une avocate au barreau de Tizi qui est malade, qui a besoin de notre solidarité, qui a besoin de la solidarité de la corporation, mais également des militants. Elle a doublement besoin d'abord d'un soutien moral, d'un réconfort moral, de la solidarité militante, mais également elle a besoin d'un effort militant, notamment sur le plan des moyens, pour qu'elle se soigne. Elle a une maladie qui demande des soins lourds, donc les militants, s'ils arrivent à faire un effort, ce sera une bonne chose. Très bien. Reste avec nous, Karim Tabou. On va revenir, bien sûr, sur la question politique avec vous. Mohamed Khelfaoui, la question est à vous. Bien sûr, à notre Aïd en Algérie, mais aussi la question se pose par rapport donc, à ceux qui suivent la question politique et la question des droits de l'homme en Algérie. Quel constat peut-on faire donc, de la situation politique et de la situation des droits de l'homme en Algérie? Est-ce que ces deux situations aussi ont un lien avec la sécurité d'un pays, Mohamed Khelfaoui? En effet, mais moi, chaque fois, je me pose d'autres questions. Lorsqu'il s'agit de situations politiques ou sociopolitiques, ou alors la dynamique que vit le pays, d'abord, il n'y en a aucune, puisque les partis ou les associations sont muselées, il faut dire les choses comme elles sont muselées. Donc, mais je me pose aussi l'autre question. Qu'est-ce qui a changé pour se poser ce genre de questions? C'est un problème que nous vivons depuis, j'allais dire, depuis toujours, pour ne pas dire même avant la Révolution. Tout est bloqué, tout est fermé. Comment ça se passe pour l'activité politique, nous savons depuis l'indépendance au moins. Comment on fait une élection présidentielle? Les élections sont devenues donc source de malaise, source à problème, carrément. Et des gens arrivent avec un certain espoir, un certain enthousiasme. Je me rappelle lorsque on disait que ces élections seront libres, seront honnêtes, seront propres, etc. On peut se le rappeler. Et qu'à la fin,
tout le monde est un peu, je dirais, mal à l'aise pour ne pas utiliser d'autres termes. À la fin, bon, et là, il y a déception. Il y a le candidat connu, c'est lui qui, sans surprise, c'est lui qui est président selon le taux qu'il souhaite parfois. Parfois, nous avons vu, par exemple, que le 4e mandat d'Aziz Bouteflika, qui n'a même pas fait de campagne électorale, mais c'était lui, malgré sa maladie, malgré tout. Déjà son 3e mandat, maintenant, c'est juste pour lui donner des petits repères. Donc, qu'est-ce qui a changé? Nous avons pensé qu'avec le mouvement populaire, le Hirak, c'est la traduction. Le Hirak, comme il a été d'ailleurs qualifié de Moubarak, mouvement populaire où le peuple a dit ses souhaits, son rêve. Il a appelé avec toutes ses forces, plusieurs vendredis, hommes, femmes, enfants, vieux, vieillards, sauf les tombes n'ont pas parlé, suppliant vers une Algérie ouverte, vers une Algérie de droit, vers une Algérie autre que celle que nous avons vécue jusque-là. Malheureusement, la suite, on pensait que ça allait donner, moi personnellement, je pensais que ça allait donner un petit quelque chose. Mais au vu de la répression de ce mouvement et des arrestations ici et là, que de la justice qui était elle-même est devenue à cette époque devenue un instrument de répression. Bon, moi j'ai compris que rien ne va changer, c'est-à-dire ce que vous avez demandé là, ce mouvement-là est rejeté globalement et dans le détail. Et on reprend comme il y a quelques années. Mais quoique on était quand même assez libre de dire le point de vue. Moi, je me rappelle, j'intervenais, j'écrivais, je disais ce que je pensais, et d'autres en disaient plus. Là, c'est un peu plus dur. Les choses sont tracées, les choses sont définies, et donc il faut chercher autre chose, il faut débattre sur autre chose, comment pouvoir aller vers un mieux, vers une meilleure ouverture, vers une meilleure intégration du peuple algérien dans le politique, dans la chose politique. Parce que là, je dirais qu'il est exclu beaucoup plus qu'autre chose. C'est-à-dire qui m'a rien à voir. Ce qui se décide, ce qui ne vous concerne pas. On a fait avancer les élections, on l'a fait reculer, on refuse telle chose ou telle autre, ce n'est pas votre problème. Ça, c'est d'un côté. Oui, c'est vrai que ça ne donne pas ce désir de vivre avec quiétude, ce désir d'espérer, l'espoir d'être un peu mieux, l'espoir d'exprimer son mal-être en espérant une réponse favorable, en espérant un geste ou une orientation qui va favoriser donc le travail, l'engouement, l'appartenance forte. Est-ce qu'il y a des signes favorables d'après vous, Mohamed Khalifa? Est-ce qu'il y a des signes favorables? Franchement, c'est sur le plan politique. Franchement, oui, absolument. Par rapport à la situation que vous avez décrite, donc. Oui. Fadl. J'ai pas compris. Par rapport à la situation que. Par rapport à la situation politique, comme quoi le peuple souhaite qu'il y ait une ouverture et tout ça, c'est ce que nous aimons qu'il y ait donc par rapport à la situation politique. Mais est-ce que vous pensez, quand on analyse la situation actuellement en Algérie, est-ce qu'il y a des signes qui favorisent cette ouverture ou bien au contraire? Non, il n'y a aucun signe annonciateur. Mais là, peut-être que d'autres verront autre chose. Pour moi, je ne vois pas un signe annonciateur d'un mieux-être ou d'une ouverture probable ou là non, je vois par exemple l'élection présidentielle va se passer comme se sont passées les autres élections. Point à la ligne. Il n'y a rien qui me dit que peut-être à l'époque, on nous disait c'est libre, c'est transparent, c'est tout le monde y va. Et juste pour au final, les dés sont pipés, quoi. Le jeu est biaisé. Et donc, il n'y a rien à changer, les choses continuent.
Ceux qui faisaient la politique continuent à le faire. Ceux qui ne le faisaient pas continuent à ne pas faire. Ceux qui se sont intéressés à un moment se sont retirés déçus, les bras croisés, ils regardent et ils attendent à mourir et point barre, quoi. Est-ce que ce constat est inquiétant, Mohamed Khelfaoui, sur le plan sécuritaire? Il inquiète qui? Il inquiète qui? En quoi il est inquiétant? Il est comme ça. Il est comme ça. Maintenant, si ailleurs, on se pose la question, là, on se remet en cause, on se pose la question de pourquoi l'Algérie, depuis 62 jusqu'à maintenant, il y a une seule chose qui a évolué en volume, c'est le nombre d'habitants. Le nombre d'habitants a évolué, donc le nombre de commerces a augmenté, donc le nombre de bâtiments a augmenté, mais je ne vois pas quoi autre. Au contraire, nous avons perdu notre industrie industrialisante, nous avons perdu en termes de terre, etc. Des bâtiments ont poussé un peu partout dans des zones agricoles, malheureusement. Heureusement, pas tous, pas toutes les autres. Mais voilà ce que l'on voit. Vous me dites que je suis pénible, non, je regarde, c'est tout, je vois. Alors, pourquoi c'est inquiétant? Si ça doit inquiéter ceux qui sont en charge, après Dieu, du destin du pays, ceux qui décident du pays. Et ils doivent se poser la question, tiens, pourquoi on n'avance pas dans ce sens-là, dans l'autre sens? Ajouter à ça leur inquiétude vis-à-vis de notre sécurité, lorsque je vois un petit État, à l'international, etc. Nous, la force de frappe, nous, le pays continent, un petit État est en train de nous titiller sur nos frontières. Et là, vous parlez des Émirats arabes unis, Mohamed Khelfaoui. Les Émirats arabes unis ou autrement, c'est vrai, pour le cas, c'est des Émirats arabes unis que je parle, oui. Oui. Où est notre diplomatie proactive? Où est notre diplomatie préventive? Alors qu'on nous dit que notre diplomatie, ça y est, elle s'est installée, elle s'est imposée, elle a. Bon, mais voilà un petit détail qui est en train de nous causer apparemment de certains problèmes. Mais les autres. Bon, mais là je change de sujet carrément. Donc, ce qui est souhaitable, c'est de voir une autre manière d'approche, une autre approche peut-être plus pédagogique, plus convaincante, et de s'adresser, d'essayer d'appeler les gens à se remettre en cause, à se poser au moins la question. Et si on faisait autrement, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et si on essaie de... Enfin, je ne veux pas aller excellente question, Mohamed Khelfaoui. Je ne sais pas si vous voulez finir votre idée avant de donner la parole à Hassan Hirj. Non, je veux dire qu'il faut que le doute subsiste dans l'esprit scientifique, celui du chef, le grand chef avec un grand chef, le commandeur, je ne sais pas comment je pourrais l'appeler. Oui, on est en train de faire, il me semble que j'avance, mais les échos ne sont pas ça. Ou alors, les échos qui me viennent d'un seul côté, évidemment, je ne peux pas les accepter. Il faut voir autre chose, il faut voir le reste. S'expliquer, ramener des sociologues, ramener pourquoi, ce qui s'est passé, les jeunes qui expriment leur malaise, leur colère, etc., ils vont se défouler sur autre chose. Alors ici, on essaiera de chercher, moi je balance comme ça, et parfois c'est mon cœur qui parle, mais sinon, mon souhait, j'ai toujours rêvé de ce pays, on m'a toujours fait rêver, j'ai toujours cru. Ah, mais pour l'instant, je ne vois pas ce que j'ai espéré, ou ce que j'ai pensé, le but auquel la voie tracée, à laquelle j'y ai cru à fond. Et comme beaucoup de ma génération, évidemment. Nous avons cru, nous sommes allés dans le même sens. Et voilà maintenant, le peuple est sorti pendant une année à dire ce qu'il souhaite, à appeler, à implorer, faites quelque chose. Ça me rappelle de la dame qui a vu le président Zarouane. Monsieur le Président, faites quelque chose. Oui, faites quelque chose, messieurs, qui ont les rênes du pouvoir entre les mains. Alors posez-vous des questions. Pourquoi ne pas se les mettre en cause? Pour ne pas aller vers les discussions de dites. Très bien. Voilà, restez avec nous, Mohamed. Mon sentiment. Voilà. Absolument. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Hassan Hirj,
si vous voulez réagir, bien sûr, par rapport à ce qui a été dit par Mohamed Khelfaoui, mais aussi une situation très inquiétante politiquement par rapport à notre pays. Vous avez entendu aussi l'analyse de Karim Tabou. Hassan Hirish. Vous savez, les gens comme Karim Tabou, Mohsin Belabbas, Mohamed Tajaddith, et puis Hassan Al-Qadi et bien d'autres, hein. C'est une chance pour l'Algérie. Franchement, ces hommes-là et des femmes aussi qui sont brimées de la même façon, ces personnes-là sont une chance pour l'Algérie parce que à entendre leurs discours, à voir leurs actes, à comprendre leur probité, leur façon leur vision de l'Algérie, etc. Ce sont des personnes qui devraient participer à la décision, à la gestion du pays, etc. Et là, au lieu de cela, on les brime, on les met en prison, on les suspecte de tous les maux. Moi, je prescris à tout ce qui a été dit par Mohamed Khelfaoui. Hein. Effectivement, on est dans une situation extrêmement difficile. Les gens qui aujourd'hui ont le pouvoir de décision sont sourds aux appels du peuple algérien, ont été sourds au Hirak, qui ont émis... c'est tout un programme, hein. Tous les mots d'ordre du Hirak qui concernent la gouvernance, qui concernent la lutte contre la corruption, qui concernent le changement, qui concernent la prise en charge des problématiques algériennes, que ce soit au niveau éducation, au niveau économique, au niveau agricole, au niveau des besoins, de tous les besoins des Algériens. Je veux dire, c'est un véritable programme dont ont été capables les Algériens. Mais je dirais, pour rajouter quelque chose à ce qu'a dit M. Mohamed Khelfaoui, je dirais que malheureusement, ce n'est pas seulement un problème politique, c'est aussi, et peut-être, d'acteurs, de dirigeants, c'est beaucoup aussi un problème psychologique, c'est-à-dire il y a une espèce de désir de puissance, de désir d'avoir toujours raison, de jouer au mal dominant, d'être dans la compétition constante et non pas dans la coopération, de se montrer toujours plus fort que l'autre, et donc et puis d'être paranoïaque, de croire qu'il y a toujours des conspirations dès lors qu'on émet une idée, une critique, on la prend comme étant une attaque. Tout ça procède d'un climat psychologique à l'échelle nationale totalement déroutant et qui ne sert pas du tout les intérêts de l'Algérie. Je crois qu'il faut revenir à la modestie de l'État, à la modestie des dirigeants, à la modestie dans les budgets, à la modestie dans les comportements, à la modestie dans les discours, etc. Vous savez, il ne suffit pas de lire une page dans un bon arabe littéraire et tout ça pour se croire, pour donner l'impression d'être un bon patriote, pour donner l'impression qu'on est un bon dirigeant, etc. Nous, on veut des actes, on veut des actes positifs, on veut l'ouverture, on veut que les jeunes Algériens soient concernés par la décision de l'État, puissent justement être encouragés à investir les institutions, à investir les partis politiques, les associations, les syndicats, etc., qu'il y ait une démocratie locale, régionale, nationale, qu'il y ait un respect pour les cultures, pour les langues, pour le devenir des Algériens, etc. Je pense que c'est vraiment un tout. Il faut avoir une approche systémique. Il faut sortir justement des lornières, de croire qu'on a toujours raison, de croire que les opposants, c'est forcément des ennemis. Au contraire, prendre conscience que des gens comme Karim Tabou, c'est une chance pour l'Algérie.
Très bien. Restez avec nous, Hassan Hiresh. Puisque Karim Tabou est avec nous, on va lui donner la parole. Karim Tabou, si vous voulez réagir, bien sûr, très rapidement à ce qui a été dit par Mohamed Khelfaoui, mais aussi Hassan Hiresh, avant d'entamer donc, le troisième sujet de notre émission pour ce soir. Karim Tabou. Oui, je pense que nous trois, nous sommes complémentaires. Chacun, il regarde de par son expérience, de par son parcours, également de par les luttes qu'il a dû mener, qu'il soit politique, intellectuel, professionnel, etc. Ce que M. Hiresh, en tout cas, lui, il a connu tout ça dans son parcours militant, dans les luttes qu'il a menées, autant les luttes intellectuelles que les luttes militantes. Ce qu'il appelle le facteur psychologique, moi je le dis autrement, mais nous sommes pratiquement en train de dire la même chose. Nous, et à chaque fois en évoquant le Hirak, au fait, nous avons buté sur deux pièges. Deux pièges difficiles à surmonter, mais pas impossibles. Le premier piège, nous avons fait un choix stratégique, qui est l'action non violente, le caractère pacifique de notre combat. En face, nous avons quoi? Nous avons un pouvoir qui, philosophiquement, politiquement, est fondé sur le contraire du pacifisme, sur la violence, sur une approche violente, sécuritaire, de contrôle, de surveillance, de fermeture de la situation. Donc ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège, qui est d'ailleurs qui est secrété par le premier, nous sommes face à des hommes, à des dirigeants qui n'ont aucune notion de l'État et de la culture de l'État, parce que la notion même de l'État est un grand point d'interrogation. Nous n'avons pas un vrai État, nous n'avons pas des hommes d'État, nous n'avons pas la culture de l'État. Par contre, à la place de l'État, nous avons un pouvoir, donc nous avons des hommes de pouvoir et des hommes qui conçoivent leur autorité, à leur puissance et surtout à leur accès. D'abord à la rente, deuxième des choses, à leur puissance sur l'État, c'est-à-dire quand un dirigeant se sent autorisé à faire ce qu'il veut, à ne rendre compte devant personne, à avoir sous sa main la police, la justice, l'administration, dans l'absence de la culture de l'État, ça devient autre chose. Ça devient une autorité excessive, ça devient l'abus, ça devient la violence. Donc face à cela, c'est ce qui fait que tous ces Algériens, des universitaires, des médecins, des ingénieurs, qui occupaient pour certains des postes importants dans l'administration ici en Algérie, dans le secteur économique ici en Algérie, on connaît des cadres qui étaient de hauts cadres de Sonatrach, des entreprises entre guillemets importantes, mais qui ont un jour fini de prendre la décision de quitter ce pays, de partir. Le prétexte ou la raison est toute simple. Lorsque vous discutez avec eux, ils vous avancent un seul argument qui est imbattable. Il vous dit très clairement l'avenir des enfants en jeu. En fait, individuellement, chacun essaie de se trouver les perspectives qu'on appelle avenir de ses enfants. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de réfléchir ensemble sur l'avenir de nos enfants. Et sur cette question, nous ne pouvons pas ne pas constater qu'une grande partie de l'élite qui aurait pu participer à mettre à niveau ce pays, à le mettre au temps du monde, autant sur le plan politique, scientifique, technologique, ils ont été poussés à l'exil. Ces gens-là ne sont pas partis à l'étranger par leur volonté, ils sont partis parce qu'ils ne trouvent pas les moyens de se rendre utiles à leur pays. En tout cas, pour l'écrasante majorité. Lorsque vous voyez tout ce génie, toute cette matière grise qui est partie, et plus encore, ils sont combien postulés au départ? Vous avez aujourd'hui le nombre de personnes. Vous discutez avec les lycéens, je ne parle plus des universitaires, de ceux qui sont à l'université. Au lycée, on y pense, on y travaille pour arriver à l'université on y travaille pour aller à l'étranger. Donc lorsque vous avez une telle mécanique qui prend en otage un pays, à un moment,
il va falloir s'arrêter et regarder l'avenir avec tous ces pièges. Essayer de déminer le terrain, essayer ne serait-ce que jouer à l'artificier en attendant de trouver les meilleurs horizons possibles, les meilleures pistes qui vont enclencher des dynamiques de sortie de crise. Très très bien. Restez avec nous, Karim Tabo. On va entamer donc le troisième titre de notre émission pour ce soir. C'est la prière de l'Eid qu'on a vu donc ces images. Algérie, un pays qui rajeunit, une classe dirigeante qui vieillit. C'est le titre donc de notre troisième thème pour cette émission. Restez avec nous. On regarde ces images donc de la prière de l'Eid d'Al-Majid Tebboune, mais aussi d'autres personnalités politiques. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم Donc notre titre, un pays qui rajeunit, une classe dirigeante qui vieillit. Vous avez vu les images donc de la prière de l'Eid, Al-Fitr. On a vu Al-Majid Tebboune donc prier sur une chaise, mais aussi Salah Goudjil, le président de la nation, donc le Conseil de la nation, mais aussi Saïd Chingriha, le chef d'état-major. L'Algérie, un pays jeune, dit-on, mais dirigé par une génération dont l'âge moyen est de 75 ans. Karim Tabo, très rapidement, je vais revenir à vous aussi avant la fin de cette émission. Si vous voulez faire très rapidement, comme ça on va donner la parole à Mohamed Khelfaoui. Bon, cette image, moi, je suis frappé d'abord par deux choses qui me semblent être des remarques pertinentes. La première est que derrière le chef de l'État, il y a des gens censés être des fidèles. Or, on voit très bien, et des informations me sont même arrivées, que la mosquée était remplie vers 5 heures du matin, 4 heures du matin. Vous comprenez très bien de quoi il s'agit. Après, la deuxième est qu'effectivement, le système a fait de l'Aïd un moment pour essayer de donner une image. Malheureusement, c'est plus les croyances, c'est plus le sérieux, c'est plus la culture de l'État, c'est juste marquer le jour et dire que nous sommes là. Et lorsque vous voyez effectivement la qualité des dirigeants, je pense pas seulement dans la mosquée, mais également la qualité des discours qui sont tenus, la qualité des actes de gestion du pays qui sont accomplis. Tout cela montre bien que avec des dirigeants de cette trempe, nous ne sommes pas au temps du monde. Nous ne sommes pas en phase avec le monde. Nous ne sommes pas en cohérence ni avec nous-mêmes, ni avec notre histoire, ni avec nos espoirs, et ni avec le monde. Nous sommes en marge de l'histoire. Avec des gens comme ça, nous sommes presque arrivés à la porte de sortie de l'histoire. Il est grand temps de mettre fin à cette situation et remettre l'Algérie dans le sillage des peuples qui avancent, des peuples qui vont vers la modernité, des peuples qui vont vers la démocratie.
Restez avec nous, Karim Tabou, barakallahu fik. Mohamed Khelfaoui, sur cette image de la prière de l'Aïd, bien sûr, beaucoup d'Algériens et surtout sur les réseaux sociaux se sont posé la question comment que l'Algérie est un pays jeune, 70% donc de sa population elle est jeune et dirigée par une génération dont l'âge moyen est de 75 ans. Quand on parle de Ahmed Tebboune, donc il a 78 ans et si on parle d'un deuxième mandat, il va dépasser les 80 années. On parle de Saleh Goudjil qui dépasse les 90 ans, 93 ans je pense ou plus, mais aussi le chef d'état-major. Comment peut-on expliquer cette image, Mohamed Khelfaoui, surtout quand on entend aussi que l'Algérie fait face à des défis sécuritaires? Votre réaction, Mohamed Khelfaoui? Moi, d'abord, le constat, l'image s'est imposée à tout le monde. Moi, je fais partie des citoyens algériens, donc j'ai constaté moi aussi. Mais la question qui me vient, moi, à l'esprit, pourquoi ces gens-là, ils se sont-ils obligés d'être au sommet du pouvoir? Je ne peux plus, je suis malade, je suis fatigué, je n'arrive pas à assumer mes fonctions, mes missions, si. Je ne suis pas un indispensable. À l'époque, quand on était enfant et jeune et moins jeune, on nous disait en Algérie, nul n'est indispensable. Je vous assure que c'est une expression que j'ai entendue de la bouche de tous les chefs que j'ai connus, mes chefs directs. Tous que j'ai connus, nul n'est indispensable. Alhamdoulilah, heureusement. Heureusement, vous me direz, nul n'est indispensable. Sinon, l'indispensable, bon. Donc, sur ce plan-là, je ne sais pas, je dirais que soit on fait des lois, soit que chaque personne est juge d'elle-même. Sinon, le côté maladie, le côté, disons, destruction de physique par l'âge, c'est inéluctable, personne n'y peut rien. On a vu Bouteflika, là, donc c'est pas nouveau pour nous. On a vu Bouteflika qui ne peut même pas se déplacer. Tout ce qu'on veut, mais la question, c'est est-ce qu'on peut pas avoir des gens, même si je ne cherchais pas ailleurs, mais qui peuvent, disons, être plus à l'aise dans leur travail, dans leur mission, dans ce qu'ils doivent représenter. Le reste, je ne sais pas, le déplacement d'un président est suivi évidemment de plusieurs choses, de sécurité. Ça, c'est dans tous les pays du monde depuis la nuit des temps. Bon, je n'apporte rien et je ne diminue en rien des réflexions. Mais sauf que, est-ce que, malgré ça, même si on reste dans ce système fermé, pourquoi rester de cette façon? Pourquoi? Point à dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Hassan Hirish, est-ce que vous pensez donc, en observant cette image, bien sûr, il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux. On a vu ce qu'a fait donc le règne de Bouteflika par rapport à sa maladie, mais aussi, est-ce qu'on peut dire que c'est une image d'un pouvoir condamné par sa biologie, Hassan Hirish? Moi, la première chose que me renvoie cette image, c'est surtout de constater une fois de plus que nous voulons une Algérie des imams et non pas une Algérie des ingénieurs. Je veux dire, cette posture ostentatoire, cette dévotion ostentatoire, ces caméras, ces salam alek officiels, les machins, ces postures, ces costumes, ces visages fermés, se faire semblant, etc. Je ne suis pas sûr, je peux me tromper, je ne suis pas sûr que ce soit dans le bon sens et je ne suis pas sûr que ça reflète véritablement une sincérité religieuse, spirituelle qui conduise justement à l'apaisement, qui conduise à la concorde, qui conduise à l'acceptation de tous, à l'acceptation des idées des autres, à l'acceptation tout simplement des concitoyens comme étant des frères. Donc moi je pense qu'il y a là un message beaucoup plus idéologique que spirituel
Et malheureusement, on ne s'en sort pas de ce truc-là. Je vous le dis très honnêtement, je ne crois pas du tout que la dévotion ostentatoire puisse apporter un quelconque progrès à l'Algérie, une quelconque force à l'Algérie. Maintenant, effectivement, on constate qu'il y a une gérontocratie, qu'ils ont, comment dire, du mal à décrocher du pouvoir. Ils ont toujours cette envie, ce désir inextinguible de rester puissant, de rester indispensable, de rester vraiment incontournable, de faire croire que sans eux, le pays irait complètement à la dérive et qu'il ne serait pas stable, etc. Il y a une confusion entre la stabilité et l'inertie, l'immobilisme, comment dire, le refus complètement du changement. Bien évidemment, il n'y a pas que le côté politique, il y a aussi le côté culturel. On est dans une culture patriarcale, on est dans le conservatisme à tout crin, on ne veut pas du changement. Dès lors qu'on formule une critique, qu'elle soit d'un point de vue religieux, qu'elle soit d'un point de vue politique, qu'elle soit d'un point de vue économique, éducatif, etc., la critique fait peur. Pourquoi? Parce que la critique appelle justement des changements, c'est des pistes d'amélioration, c'est une autre manière de voir, d'avoir une vision de la vie, une vision philosophique, une vision sociologique, etc., de penser autrement l'Algérie. C'est dans la confrontation des idées que peut naître justement une meilleure approche pour notre Algérie. Si on reste cantonné dans l'entre-soi, comme c'est le cas aujourd'hui, on le voit à travers cette prière qui n'est pas collective, mais qui est une prière officielle, une prière, je veux dire, beaucoup plus administrative, et bien à travers ça, malheureusement, ça n'encourage pas le changement, ça n'encourage pas les jeunes Algériens à aimer leur pays, à rester dans leur pays. Comme disait si bien Karim Tabou, l'Algérie est devenue une vaste salle d'attente, chacun attend son tour pour partir, chacun recherche un moyen pour aller soit en France, soit dans d'autres pays européens, soit au Canada, aux USA, etc. On voit très bien d'ailleurs que les pays qui essayent d'imiter l'Algérie, à savoir les pays du Moyen-Orient, de la Ligue arabe, leurs costumes, leurs coutumes, leurs rituels, etc., ne correspondent pas du tout au désir des jeunes Algériens qui regardent dans l'axe Alger, Paris-Bruxelles ou Alger-Montréal, etc. Je pense honnêtement qu'on ne prend pas en compte les besoins des Algériens, des jeunes et des moins jeunes. Et on sacrifie le système éducatif, le système universitaire, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de performance, l'administration est sclérosée, verrouillée. Aujourd'hui, les cadres algériens ont peur de signer des documents, ont peur de prendre des initiatives. Il y a une paralysie globale. Et à partir du moment où il y a cette peur collective justement d'avancer, eh ben c'est l'Algérie qui en paye le prix, c'est l'Algérie qui recule et c'est l'Algérie qui ne prend pas sa place dans les grandes puissances. Très bien, restez avec nous Hassan Hairach, c'est l'Algérie qui recule, vous êtes en train de dire. On va revenir donc très rapidement avant la fin de cette émission par rapport donc à ces vœux qui ont été présentés par le chef de l'État, Majid Tebboune, aux éléments de l'AMP et des corps constitués, au corps médical. La question qui a été posée bien sûr par les observateurs, pourquoi donc ces vœux ont été exclusifs donc seulement aux éléments de l'armée nationale populaire, mais aussi à la gendarmerie nationale et à la police, à la protection civile des douanes. Pourquoi? Donc, ils n'ont pas été donc ces vœux inclusifs à tous les Algériens, à la femme algérienne, aux syndicalistes. Karim Tabou, pourquoi d'après vous donc ces vœux qui étaient présentés seulement
aux éléments de l'ANP et des corps constitués au corps médical. Karim Tabou? Ah, on a perdu Karim Tabou. Mohamed Khelfaoui, la question est à vous. Pourquoi les vœux ont été adressés uniquement aux éléments de l'armée nationale parce que je ne connais pas la raison, je ne l'ai pas. Sauf ce que je peux dire, c'est la première fois que cela arrive. Moi, je n'ai pas entendu ni Boumedine, ni Chadli, ni Lamine Zaroual, ni Bouteflika présenter des vœux à une partie de l'Algérie et pas tout. On savait qu'il y a eu, avant, des vœux ont été présentés à l'ensemble de la nation. Pourquoi ces élections ça a été tweeté, je ne sais pas quoi. Je sais pas, parce que je vous dirais pourquoi les enseignants n'existent pas dans l'institution, la justice, quoi, les cadres des magistrats. Pourquoi Mohamed Khelfaoui, est-ce que vous êtes avec nous? Non. On a perdu Mohamed Khelfaoui, un problème de connexion apparemment. Hassan Hirsch, espérons donc que nos amis de la régie vont essayer de l'avoir avant la fin de cette émission. Hassan Hirsch, sur cette question, beaucoup se sont posé la question, vous avez entendu donc la réponse de Mohamed Khelfaoui. Pourquoi cette exception? Seulement donc les éléments de l'armée nationale populaire, mais aussi de la gendarmerie nationale, de la police. Comment peut-on l'expliquer d'après vous, Hassan Hirsch? Je vais vous donner mon avis en rappelant une anecdote, ou plutôt un fait réel. Vous savez, Arizki Ait Larbi avait dirigé un livre collectif, Avril 80, qui s'appelle Avril 80, et qui a été édité par les éditions Coucou, et qui est distribué en Algérie. Et il a voulu interroger les acteurs des événements de 80, aussi bien les étudiants de l'époque, les professeurs, etc., mais aussi les hommes du pouvoir, l'ancien Wali, et notamment, je me souviens de l'ancien DGSN, le Hadi Khdiri. Vous savez, dans une de ses réponses aux questions, il a dit « Nous ne savions pas que les Algériens détestaient à ce point les dirigeants ». Donc aujourd'hui, votre question me rappelle cet épisode, c'est-à-dire que les dirigeants qui n'ont pas été élus de façon normale, ils ont effectivement l'impression qu'ils sont détestés par les Algériens, et donc eux-mêmes n'aiment pas les Algériens. Et donc c'est pour ça que je vous disais précédemment qu'il y a de l'entre-soi. Et les institutions que vous avez citées, ce sont des institutions régaliennes et qui détiennent l'essentiel du pouvoir. Donc, on se congratule entre soi, on fait des prières entre soi, on fait des mariages entre soi, on fait des sorties à l'étranger ou à l'intérieur du pays entre soi, des repas collectifs entre soi, ainsi de suite. Ce qui fait qu'il y a une espèce de coupure, il y a une espèce de rivière, d'un fleuve qui sépare justement les dirigeants du peuple. Il y a une rupture. Et je pense que votre question devrait justement inciter les dirigeants actuels à se poser eux-mêmes aussi la question, revenir à la raison et à retisser les liens avec la société. Aujourd'hui, l'État est contre la société et ce n'est pas normal. Ça affaiblit l'Algérie, et ça affaiblit son rôle au sein des nations, au sein de la région, ainsi de suite. Donc, c'est totalement, pour répondre directement à votre question, c'est une anomalie qui ne doit plus se répéter. Merci beaucoup, Hassan Hirsch. Mohamed Khelfaoui, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Tfadal si Mohamed, on a été coupé donc par rapport à cette question, vous avez entendu Hassan Hirsch l'explique par cette rupture
Comment vous l'expliquez, Mohamed Khelfaoui, ces vœux qui sont seulement destinés aux éléments de l'armée nationale, mais aussi de la gendarmerie et de la police? Je crois que je ne m'attarderai pas à ça. J'ai dit ce que, franchement, j'ai vu. Et c'est le sentiment qui s'est dégagé en moi. Je l'ai dit. Pourquoi des autres institutions, comme si elles n'existaient pas, pourquoi elles ne sont pas évoquées? Si on doit évoquer, parce que ça n'en finit pas mal. D'accord? Mais ce que je souhaite, nous allons vers un des grands rendez-vous des nations. C'est lorsque le peuple est appelé à désigner ou à choisir ses dirigeants. Nous allons vers l'été où beaucoup de choses arrivent en été pour les changements, les orientations, etc. Mon grand souhait, c'est que l'on prenne une certaine conscience pour peut-être s'interroger, essayer de faire le pas que nous souhaitons, c'est-à-dire l'élection présidentielle ne soit pas un rendez-vous de discorde, mais un rendez-vous d'union, un rendez-vous d'engagement vers quelque chose de meilleur. Non plus ces élections-là qui vous présentent des mirages. Vous êtes là, vous avez l'impression d'aller faire, et ensuite vous repartez comme vous êtes arrivé. J'espère que pour mon pays, on arrivera un jour, et nous avons cette occasion, de dire le programme du peuple algérien qui est sorti manifester ses souhaits, jetant un coup d'œil dedans, essayons de faire ce qui est possible. Ce qui va nous permettre peut-être aussi d'éviter ce qui nous guette, puisqu'on nous parle tout le temps de menaces, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, de menaces. Comment ce peuple algérien, Yarda, il va accepter son pouvoir, il va accepter aussi ou lutter contre ce destin qui n'est pas celui d'un peuple qui a perdu ses meilleurs enfants dans des combats pour vivre libre, heureux et disposer de son pays et de soi-même. C'est pas pour se remettre encore à genoux sans voir quoi que ce soit. L'impression qu'il rien ne le concerne dans ce pays. Non, nous sommes concernés par notre pays. Nous souhaitons que ce grand rendez-vous soit le meilleur ou le meilleur pour le départ meilleur. Inch'Allah. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, Sina. Karim Tabou, très rapidement, le mot de la fin. Je vous laisse le mot de la fin. On est en train de me dire que le temps de l'émission est terminé. Karim Tabou. Je sais qu'on n'est pas en Norvège pour accoster un premier ministre dans un métro. En Angleterre, on voit le ministre des Affaires étrangères prendre le bus. Mais lorsque j'ai évoqué tout à l'heure le fait du bourrage de la mosquée, du bourrage des urnes, du bourrage des stades, et lorsqu'un chef de l'État se déplace dans une wilaya quelconque, dans une région quelconque, et on ramène la population, je sais que ce sont des Algériens, mais ces pratiques-là devront cesser. Le mensonge doit cesser. Je suis entièrement d'accord avec M. Hersh lorsqu'il a parlé de rupture. Une Algérie, une vraie, doit être d'abord spontanée, sincère et qui soit en cohérence avec le peuple algérien. Tout ce qu'on voit est faux. Toutes ces images qu'on essaye d'émettre de ce pays sont fausses, parce que l'Algérie, à cause de ces gérontocrates, à cause de ce pouvoir, son image est abîmée. Nous voulons une image meilleure, claire de l'Algérie. C'est l'image d'abord de son histoire. L'Algérie a été un pays qui a une histoire, qui a une profondeur. Nous voulons qu'elle ait à la fois de l'histoire et de l'espoir. Merci beaucoup, Karim Tab. Karim Tabou qui était avec nous. Donc, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à Karim Tabou, opposant politique. Vous étiez avec nous depuis Alger. Merci aussi à Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Vous étiez avec nous depuis Alger. Merci. Dr Hassan Hersh, docteur en sciences économiques et analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yartekoum Saha.